régional des travaux publics dans le cadre des observatoires d'été DICT. Donc il y a 2 observatoires en région Auvergne-Rhône-Alpes, un sur l'Auvergne, un sur Rhône-Alpes, qui rassemble les différents acteurs qui sont impliqués autour des DT DICT, de la réglementation liée aux travaux à proximité des réseaux enterrés. Et donc la FRTP les réunit 2 fois par an, environ 2 à 3 fois par an, au sujet de la réglementation et des incidents sur les réseaux. Dans ce cadre, on est amené à faire de l'animation, des événements auprès notamment de la maîtrise d'ouvrage. Et donc ce webinaire s'inscrit dans ce cadre-là, où on souhaitait, avec Pierre-François, pouvoir donner quelques éléments un peu plus précis sur les formats SIG liés à la réglementation, puisqu'on va se rendre compte qu'ils sont très utiles pour l'appliquer le mieux possible. Donc, on va se présenter déjà avant de commencer. Pierre-François, je te laisse te présenter tout d'abord. Eh bien, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pierre-François Delis, je travaille au sein d'Enedis et je m'occupe de la partie cartographie base de données pour toute la région Auvergne. Donc, tous les réseaux d'Enedis sur la région Auvergne. Voilà. Et du coup, de mon côté, Sébastien Gaillac, alors je suis désolé, je suis un peu je suis en ombre chinoise. Du coup, je suis en responsable du service PCRS, plan de corde de rue simplifié au CREG. Le CREG, donc c'est le Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'information géographique. Donc c'est un GIP public qui rassemble des collectivités, notamment des agglomérations, des métropoles, des départements autour de la cartographie. Donc on est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et on a également en interne, donc on travaille sur le PCRS et également sur des services mutualisés sur les DT-DICT. J'interviens notamment pour le PCRS au sein de l'observatoire DT-DICT. Donc on va peut-être passer à la diapo suivante. Donc, ce que je souhaitais faire déjà, vous montrer la répartition des inscrits. On est sur un sujet qui rassemble des acteurs très différents. Donc aujourd'hui, par rapport aux inscriptions qu'on a eues, on a environ un tiers de collectivités qui sont ou non exploitantes de réseau. On a un gros tiers, voire 40% de bureaux d'études ou de prestataires liés aux études. On a des exploitants privés pour 15%, des syndicats et puis d'autres structures un peu plus variées. On a un éditeur logiciel, il me semble, voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer que dans le cadre de la préparation de ce webinaire, en fait, on va avoir une présentation qui va être d'abord généraliste, puisqu'on veut s'adresser à tout ce public qui ne connaît pas forcément bien la réglementation, et puis on va rentrer ensuite dans le cas pratique lié à l'usage de Star DT. Donc voilà. Et puis on va passer du coup à la suivante. Donc pourquoi on organise ce webinaire, hein? Tout d'abord, le process DT-DICT, aujourd'hui, donc les déclarations de travaux à proximité des réseaux enterrés, ça concerne plus de 700 000 déclarations en Auvergne-Rhône-Alpes en 2023, plus de 6 millions en France, donc des flux d'échanges d'informations qui sont considérables, et notamment d'informations cartographiques. À côté de ça, on constate qu'il y a un manque de connaissances sur le sujet. Alors déjà sur la réglementation, c'est parfois pas simple, mais alors encore plus sur le volet cartographique. Donc on trouvait intéressant de pouvoir pousser de l'info sur ce sujet-là. Et alors j'ai une personne qui dit qu'il n'a pas le son, mais alors j'espère que vous avez tous le son, ça doit venir de chez vous, donc tu lui réponds, on va peut-être lui répondre en chat, mais logiquement ça fonctionne bien pour tout le monde. Donc il y a ce constat-là de manque de connaissances et puis le fait que la réglementation, elle met en relation différents mondes. On a d'un côté de la maîtrise d'ouvrage, du coup des collectivités notamment. D'un autre côté, on va avoir des implications d'exploitants de réseau qui produisent des plans, de bureaux d'études qui vont travailler sur notamment la partie DT, des entreprises de travaux publics. Et donc c'était intéressant de pouvoir avoir une approche un peu généraliste, mais quand même un peu détaillée sur le sujet du standard. Alors, il y a des gens qui disent que le son coupe. Alors, je vais couper ma caméra. Ouais, moi aussi. Logiquement, j'ai un très bon réseau, donc j'ai pas trop de doutes, mais bon. N'hésitez pas à le dire hein, si c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est un peu les aléas du direct, mais c'est OK pour la plupart. Très bien. Donc, on va poursuivre du coup. Voilà pour les motivations de l'organisation du webinaire. Sur les objectifs.
Donc, d'une part, ça serait comprendre le processus d'échange des données cartographiques dans les DTD-ICT. Donc, on va préciser ça. Comprendre l'intérêt d'avoir un standard de description des réseaux. Mieux connaître l'enjeu du fonds de plan PCRS, puisque la réglementation des TDICT, elle vaut pour les réseaux, mais également pour la partie fonds de plan, et pouvoir détailler l'usage du standard dans un cas pratique. On ne va pas rentrer dans le détail technique, on n'est pas des experts en GML avec Pierre-François, donc on ne va pas rentrer dans ce détail-là vraiment informatique, mais on aura l'occasion d'avoir des échanges à la fin de la réunion, si vous le souhaitez, sur le sujet entre nous. Au niveau du programme, donc on va partir d'une très généraliste sur le rappel de la réglementation, un préambule sur l'usage de Star DT, un rappel sur le process et les échanges de flux dans les DT DICT. On rentre dans le format Star DT avec une présentation du standard, un cas pratique côté déclarant et un cas pratique, un cas d'usage côté exploitant. Voilà le programme de cette. On est parti pour environ 1 heure, on estime, de présentation, et puis on a gardé une demi-heure pour des échanges. Donc, déjà, on va reposer le cadre sur la réglementation et on va faire un petit rappel sur le volet cartographique. Donc, bon, déjà, l'enjeu de taille de la cartographie du sous-sol, c'est on voit bien qu'on a un sous-sol en milieu notamment urbain qui est très encombré, avec des réseaux très différents. Certains sont sensibles, non sensibles. Certains sont posés depuis très longtemps dans le sous-sol. Donc, on a une grande difficulté de pouvoir cartographier le sous-sol. Et donc, évidemment, il y a eu du coup la mise en place de cette réglementation DTDICT pour pouvoir sécuriser les travaux et permettre notamment d'améliorer la cartographie de chacun. Donc, on est sur une frise du coup chronologique, puisque la réglementation nous donne différentes deadlines au niveau réglementaire. Donc en 2012, là c'est le départ, 15 février 2012, l'arrêté. Donc elle définit au niveau de la cartographie plusieurs éléments. D'une part, elle définit des classes de précision, et notamment une classe de précision qui est celle à atteindre pour la plupart des réseaux à terme, c'est la classe A, une précision en gros de 10 centimètres sur le terrain pour atteindre un fuseau de 40 centimètres de part et d'autre du réseau. Donc cette classe A, elle s'applique dès les travaux neufs en 2012. Ça veut dire que tous les exploitants, logiquement, depuis cet arrêté, doivent, sur leurs travaux neufs, travailler avec cette précision-là. D'un autre côté, elle oblige l'amélioration de la cartographie, de la classe de précision des réseaux qui sont en stock chez les exploitants à différentes périodes dont on va parler tout à l'heure. D'autre part, elle évoque également le sujet des investigations complémentaires. Donc ça, le principe de l'investigation complémentaire, ça veut dire qu'on va avoir une amélioration continue de la cartographie des données des exploitants, mais pas forcément directement côté exploitant. Donc c'est aussi, ça amène aussi à avoir des échanges de données où il est nécessaire de pouvoir disposer d'éléments un peu standardisés. Et puis légalement, l'arrêté évoque la question du fonds de plan commun, donc ce qu'on appelle le PCRS, c'est le standard qui est défini actuellement. Donc il y a 2 composantes, une composante vectorielle, topographique, et une composante image, orthophotographie de résolution 5 centimètres. Donc on évoquera également le sujet du PCRS dans le cadre de différents sujets. Donc là, vous avez en orange tout ce qui concerne la partie exploitant de réseau. Donc si vous êtes exploitant de réseau, vous devez vous plier à ces délais, à ces deadlines. Donc en 2020, tous les tracés, tous les réseaux sensibles enterrés en unité urbaine devaient être géoréférencés en classe A. Donc les réseaux sensibles, ça va être l'électricité, ça va être le gaz, ça va être des réseaux de chaleur, des réseaux d'éclairage public ou de la signalisation tricolore, par exemple. Pour ces réseaux sensibles, en dehors des unités urbaines, donc pour la France entière, l'objectif, c'est qu'au 1er janvier 2026, toutes les réponses, alors quand je dis les tracés doivent être en classe A, c'est dans le cadre des réponses au DTDICT. Donc c'est quand même bien laisse à la réglementation, mais toutes les réponses qui seront faites sur les zones de travaux à partir de 1er janvier 2026 doivent être dans la classe de précision A, la meilleure classe de précision. Ok, et à partir de cette date, pour les réseaux non sensibles, donc l'assainissement, l'eau potable, les télécoms et d'autres, sur les zones urbaines, vous devez être également en classe de précision A. Et enfin, depuis, je crois que l'arrêté date de 2018 ou à ce niveau-là, il a été défini une date pour toute la France.
Donc, en 2032, tous les réseaux enterrés qui se retrouveront dans le cadre des réponses des TDICT devront être livrés en classe A aux déclarants. Donc voilà pour la partie, la partie exploitant et la partie réseau. Et du coup, pour la partie fond de plan, Pierre-François, on avait affiché ça, mais du coup, on a deux choses qui s'appliquent chez nous. Donc le fond, tu peux revenir en arrière, hein. C'est sur la frise, du coup, on voit que l'Auvergne a été terminée au 31/12/2023, donc totalement couverte par le fond de plan. Que ce fond de plan dans la réglementation, il y a une obligation de l'utiliser dès lors qu'il existe au 1er janvier 2026 dans les réponses au DTDICT. Donc ça pose des questions qu'on va pas aborder aujourd'hui parce qu'on on peut pas aborder tous les sujets, mais on y travaille sur la question de l'accès au PCRS, au fonds de plan commun. Et donc sur la partie Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes sera totalement couverte, aux alentours du 1er janvier 2027, puisque les derniers vols se feront en 2026. Donc on va voir ça en cartographie, ça sera plus clair. Pierre-François, je te laisse passer la diapo, voilà. Donc le PCRS, vous avez en aplat bleu ou rouge les zones où le PCRS existe et est couvert, donc est produit. Les zones qui restent à produire, ce sont les zones autour de l'Ardèche, bon la Loire, mais la Loire ça a été fait cette année, donc ça sera disponible dans quelques semaines, quelques mois. Il reste l'Ardèche et la Drôme qui sont planifiés pour une couverture globale de la région. Le PCRS, en quelques mots, il est conventionné, il est financé au niveau départemental. Donc, la réglementation impose détermine un fonds de plan mutualisé, commun entre tous les exploitants. Mais il n'y avait pas de financement. Et finalement, la réglementation, elle a poussé ce sujet au territoire, au niveau local, en disant bah, c'est aux autorités locales de se débrouiller avec cette histoire du fonds de plan et de monter des partenariats. Donc sur la région, différents partenariats se sont montés. Vous avez ici les logos des structures qui sont officiellement porteuses du PCRS, ce qu'on appelle des autorités locales publiques compétentes dans les textes, donc les APLC. Et ces APLC, donc elles montent des tours de table pour mettre en œuvre, financer le PCRS, sa mise à jour, sa diffusion, son accessibilité. Tu dois avoir aussi quelques éléments financiers, il me semble, si tu avances, Pierre-François. Voilà, donc au niveau des coûts, bon, on est au de l'ordre de 10 millions d'euros d'investis sur la partie fonds de plan. Et ce PCRS, du coup, il a des accès restreints. Donc parfois, il est accessible uniquement aux ayants droit financeurs et à leurs prestataires. C'est important de le souligner. Et il est parfois disponible en open data, en téléchargement libre, notamment sur. Alors, j'ai pas mis le 73, mais il y a le 73 également. Donc, le 73, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Toutes ces questions d'accessibilité au PCRS, elles sont, comme je l'évoquais, en train d'évoluer. Et progressivement, l'idée, c'est qu'ils soient utilisés par le maximum d'interlocuteurs avec des moyens d'accès qui soient le plus simples possible. Aujourd'hui, la question, c'est quand même de pouvoir maintenir financièrement le fonds de plan et d'avoir du coup de l'ensemble des exploitants de réseau qui viennent participer, viennent prendre leur part à ce fonds de plan localement. D'autant qu'on le verra tout à l'heure, mais le fonds de plan, il a un intérêt pour l'exploitant, pas uniquement pour la réponse au DTDICT. Donc voilà pour la partie fond de plan. Du coup, justement, l'intérêt du PCRS, je pense qu'on peut en parler dès maintenant avec Pierre-François pour Enedis, qui va pouvoir évoquer et commencer à rentrer dans le sujet de l'utilisation de formats vectoriels sur le réseau, avec l'étape préalable à cela et le jeu référencement. Oui, tout à fait. Et quand un exploitant de réseau comme Enedis adhère à une convention PCRS pour pouvoir donc bénéficier du fonds de plan commun, il y a un premier constat, il y a un premier constat qui s'impose à l'exploitant de réseau, en l'occurrence pour Enedis, ça a été de confronter la position historique des réseaux de distribution d'électricité par rapport à ce nouveau fonds de plan PCRS qui est produit par le CREG et dont la position absolue est garantie. C'était surtout ça l'intérêt, c'est-à-dire que Enedis a toujours fait
ces fonds de plan maison, entre guillemets, qui n'étaient pas forcément standardisés. Les réseaux étaient calés dessus et étaient aussi en absolu XY. Mais quand on a pour l'Auvergne des petits fonds de plan, on en a à peu près 180 000, on peut avoir une hétérogénéité dans la manière dont les choses ont été positionnées. Donc on a toujours une position relative par rapport à la voirie, mais tout du moins, et c'est l'objet du décret des TDICT, une position absolue en coordonnées XY dans un référentiel terrestre. Donc, quand on adhère à une BDU, un PCRS, eh bien, on le confronte à la position de ces réseaux et on peut établir une opération dite de recalage. Donc, soit le réseau est bien calé et à ce moment-là, on peut directement intégrer le PCRS, soit il n'est pas bien calé. Et donc, à ce moment-là, on fait une opération. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est ce que je vous montre dans les petites animations qui sont là. Mais on essaie de superposer notre réseau aux orthophotos. Et en fin de compte, on constate que les correspondances ne sont pas exactes. Et donc, il faut qu'on fasse une opération de recalage. Et cette opération est assez technique. Sans rentrer dans le détail, on ne le fait pas directement sur les photos, mais on les fait sur les couples stéréoscopiques de photos qui nous permettent également d'avoir l'axe Z, parce que c'est une opération assez complexe. Mais en tout cas, dès lors que cette opération de recalage des réseaux d'un exploitant de réseau sur le PCRS est fait, et ben dès lors, on arrive à quelque chose qui est très efficace, c'est qu'on peut séparer finalement le fond de plan du réseau, parce que finalement les deux sont calés en absolu, et à ce moment-là, on peut laisser l'autorité locale publique compétente gérer le PCRS, en l'occurrence le CREG pour la région administrative historique de l'Auvergne, et l'exploitant de réseau n'a plus qu'à gérer son réseau qui est calé en absolu. Donc ça, c'était l'objet de la présentation qu'on fait. Et effectivement, tout ce qui est cotation du réseau devient, j'allais dire, relatif ou pas forcément obligatoire, puisqu'on peut reconstituer des codes dans le sens où la voirie est positionnée en classe A et en précision, avec une grande précision. Le réseau est également positionné en grande précision. Donc, on peut s'affranchir des codes ou recréer des codes, le cas échéant, quand on en a besoin, par rapport à certains éléments de voirie. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'au fur et à mesure, les différents collègues peuvent répondre. Ça, je les en remercie. Donc voilà, cette première opération, c'était de dire, il y a une étape préalable pour les exploitants de réseau pour s'inscrire dans une démarche SARDT, c'est qu'il faut que l'exploitant de réseau soit certain du calage de son réseau sur le PCRS. C'est vraiment le préambule. Et ce n'est pas le cas partout. Donc, pour faire une transition, on voulait également faire un petit rappel des différentes étapes d'une DTDICT avec les différents acteurs. Donc là, on va avoir dans un premier temps la déclaration de travaux où on a un responsable de projet qui va réaliser des DT. Alors, il y a une question, je vais juste répondre à la question là, du monsieur d'Axione. Là, j'ai parlé du stock, le recalage du stock de réseau qui a été fait. Le flux des nouveaux réseaux construits depuis 2012 sont tous relevés en classe A. Là, on parle du stock de tous les réseaux existants sur l'Auvergne, en l'occurrence. Effectivement, ils ont été recalés. Et par contre, forcément, les nouveaux réseaux depuis 2012 sont en classe A puisque c'est l'objet du décret d'été des ICT. Alors, je laisserai Madame Coupès qui a posé une question sur la classe A du Z. Peut-être que les collègues peuvent amener des éléments de réponse parce qu'effectivement, la classe A, c'est bien selon les trois axes, avec une précision de 50 cm en Z. C'est plus subtil parce qu'effectivement, on est sur une profondeur théorique de 80 cm à plus ou moins 50, donc on est entre 30 cm et 1,20 m. Donc aujourd'hui, on est bien sur une classe A qui prend les trois axes. Avec une dérogation, il me semble, en cours sur le Z. Je pourrais D'accord, retrouver le merci. texte, mais en fait, c'est une dérogation, c'est-à-dire que dans le texte, elle apparaît bien. Peut-être Lauriane pourra compléter et on pourra peut-être on mettra des éléments dans le chat. Je vais regarder si je trouve les éléments d'ici la fin du webinaire sur cette dérogation du Z. Et de toute façon, quand on est dans la zone des 50 cm, on est en terrassement non mécanisé et par conséquent, quelle que soit la profondeur. Mais c'est vrai qu'il y a une dérogation pour le Z. Donc, pour reprendre le fil simplifié, juste pour rappeler les différentes étapes, on fait une demande de travaux, une DT, on va aller interroger
dans la zone prévue des travaux les différents exploitants de réseau et ils vont répondre avec un certain nombre d'éléments, et notamment des PDF, que le responsable de projet va agréger dans un plan de synthèse pour déjà avoir une vue d'ensemble du positionnement des réseaux dans la zone des travaux prévus. Le cas échéant, on l'a vu tout à l'heure, Sébastien en a parlé sur les échéances du décret. Si des réseaux sont en classe B ou C, il va falloir les reclasser en classe A via des investigations complémentaires. Donc ces investigations complémentaires, elles ont lieu entre la DT et la DICT. Dans un monde idéal, les investigations complémentaires sont retransmises à l'exploitant de réseau et le cas échéant, si elles sont intégrables, peuvent être facturées à l'exploitant de réseau. Et on refait une demande d'intention de commencer les travaux où les exploitants de réseau vont redonner des éléments. Et logiquement, on peut établir à partir des réponses de la déclaration d'intention de commencer les travaux, un plan dit de marquage ou de piquetage. Donc, c'est vraiment le plan qui va permettre de faire l'implantation du réseau et qui est idéalement la conjugaison à la fois de ce qu'il y avait dans le plan de synthèse plus les éventuelles investigations complémentaires. Donc, on retrouve une logique où on a une interaction entre un responsable de projet, des exploitants de réseau, pour finir sur un exécutant de travaux, mais qui travaille pour le compte du responsable de projet, qui va finaliser en faisant un marquage, matérialisation au sol du réseau. Alors, on peut déjà établir une certaine forme de difficulté dans l'élaboration du plan de synthèse. On va avoir un responsable de projet qui va souvent avoir un bureau d'études qui fait ce plan de synthèse. Et en fait, le bureau d'études, il va être confronté à un premier élément, c'est qu'il va aller interroger dans sa zone de travaux entre 5 et 10, 12 exploitants de réseau pour les endroits les plus denses, des fois plus, et chaque exploitant de réseau va constituer une réponse. Aujourd'hui, on va voir dans la majorité des cas une réponse sous la forme d'un PDF et la difficulté d'un PDF dont le fond de plan n'est pas toujours le même. Et ça, c'est une première limite parce que quand le bureau d'études qui travaille pour le compte du responsable de projet doit agréger ces différents éléments qui sont dans des fonds de plan différents, ça devient assez difficile d'élaborer un plan de synthèse. Donc effectivement, la diversité des fonds de plan qui sont utilisés par les exploitants de réseau crée une première difficulté dans le processus DTDICT, et cette première difficulté est rencontrée dès lors de la réalisation du plan de synthèse, où c'est assez difficile d'interpréter différents fonds de plan pour une même zone, en fin de compte. Et donc là, c'est ce qu'on met après, il y a un risque d'erreur, et c'est là où l'utilisation du PCRS, qui est renforcée par le décret de 2026 de PCRS, qui consiste à dire, eh bien, dès lors qu'il y a un PCRS sur la zone des travaux, il faut que l'exploitant de réseau l'utilise pour répondre pour réaliser son plan de réponse au DT des ICT. Et dès lors, bah, tous les exploitants répondent avec le même plan. Donc on a déjà avec le PCRS une piste d'amélioration à cette limite où le bureau d'études qui travaille pour le responsable de projet reçoit 10 DICT avec 10 fonds de plan différents. On va voir que dans l'objet du webinaire est bien StarDT et cette nouvelle modalité de réponse au DTD-ICT, et que là, on a déjà touché du doigt une première limite de la réponse PDF, c'est la diversité des fonds de plan. Alors vous allez me dire, mais finalement, avec le PCRS, on pallie à cette limite. Oui, mais quand bien même on répond avec le même fond de plan, on va voir qu'il y a une autre limite. Elle est assez facile à appréhender, même quand on n'est pas au sein d'un bureau d'études. C'est qu'aujourd'hui, quand on reçoit un PDF, le bureau d'études reçoit 10 PDF pour les 10 exploitants de réseau qui sont dans la zone des travaux, et il va donc falloir qu'il recopie ou qu'il recale son PDF qu'il aura scanné dans son outil. Et là, il y a un certain nombre de biais qui peuvent entrer en jeu, qui peuvent arriver à dégrader la qualité de ce qui est fait. Et d'ailleurs, je reprendrai ce que disait le monsieur d'Action tout à l'heure, c'est-à-dire que Enedis, l'exploitant de réseau, construit des nouveaux réseaux en classe A depuis le 1er janvier 2012. Par contre, les réponses des TDICT, on les fait en PDF. Et on va voir à travers cette illustration-là que on peut arriver à dégrader la classe A du réseau qui a été levé depuis 2012 parce que la réponse au PDF implique que le bureau d'études, en fin de compte, extrait l'information de la position du réseau
Alors, soit il va scanner le plan, il va essayer de le recaler parce qu'il y a des coordonnées XY qu'on affiche dans les réponses, ou soit il va essayer de recucher. Et là, effectivement, il va reporter ce réseau dans son outil de dessin. Et lors du report du réseau, bah, il va des fois pas retrouver les mêmes fonds de plan. Donc, le point d'appui de ces cotes risque d'être différent. Donc, il va y avoir toute cette étape de recopie qui va impliquer la génération potentielle d'un certain nombre d'écarts. Et c'est un des axes de StarDT, de ne pas dégrader la donnée. Donc on peut voir que quand il y a des fonds de plans différents, déjà il y a une vraie complexité d'homogénéité de lecture entre les plans des différents exploitants de réseau. Mais de surcroît, quand il faut qu'on recopie tous ces réseaux dans un même outil de dessin, eh bien, il y a une vraie difficulté pour pouvoir reporter les réseaux sans dégrader leurs positions qui sont au départ en classe A, 50 cm restitués par l'exploitant de réseau. Et de plus, je pense que Sébastien, tu peux nous donner un autre exemple de limite de réponse au PDF que tu as rencontré il n'y a pas longtemps. Oui, effectivement, je vais te laisser l'ouvrir. J'ai reçu un appel en fait d'un bureau d'études, qui travaillait, pour le compte d'une collectivité qui est adhérente au CREG et du coup, un peu par hasard, hein, il me contacte, il me dit: «Bon moi j'ai reçu, ce récépissé de réponse, dans le cadre de travaux sur de la signalisation tricolore». On est sur Grenoble, hein, il s'agit pas de la réponse, elle est en soi, elle est conforme, hein, de l'exploitant. Donc on a le plan d'assemblage dans son récépissé et puis on va le voir. On a, alors j'ai plus le nombre de pages, mais il doit y avoir 60, ou peut-être 30 pages de dalles donc qui sont au 200e, des 63 plans, pages. voilà 63 pages avec un fond de plan du coup topographique, où on n'a pas d'éléments quand on est en zone privée. On a le réseau qui passe en classé comme ça on ne sait pas trop où ça passe et là on imagine que le bureau d'études en face, il va devoir prendre les 60 planches, essayer tant bien que mal de remettre ça sur un plan de synthèse. C'est, voilà, c'est, très, très compliqué, voire impossible, sincèrement. Je ne sais pas comment ils font aujourd'hui les bureaux d'études. Il y en a qui sont présents aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas tous leurs cheveux. Mais du coup, on a pu activer très rapidement la réponse au moins en format vectoriel, pour, cet exploitant de réseau de Grenoble-Alpes Métropole et dès le lendemain, il a pu récupérer, pas en star d'été pour l'instant, mais au moins un minimum en format SIG, les réseaux et pouvoir faire, son travail beaucoup plus simplement et plus en sécurité, qu'avec ce type de réponse. Voilà, donc quand on vient de la de notre enfin on est il y a comme je le disais au départ, hein, on a différents métiers. Moi personnellement, j'avais pas forcément perçu, toutes les difficultés qu'il peut y avoir sur les réponses, celle-là, elle est quand même assez flagrante et il y en a encore beaucoup d'autres. Donc voilà, Je pense qu'on a voilà, je vais te laisser la main pour rentrer un peu dans le cas sur le format Star d'été du coup. ouais, tout à fait. Excusez-moi, hop, on va revenir avant. Voilà, donc là, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu les limites de l'utilisation du PDF et d'introduire la nécessité et la justification de l'existence de ce nouveau géostandard StarDT. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, avec cette partie un peu générique là, qui se termine, c'est de rentrer dans une partie un peu plus technique et un peu plus pratique. C'était l'objet du webinaire d'ailleurs, parce que encore hier, hein, j'ai un bureau d'études qui m'a appelé et qui me dit, mais j'ai reçu ce fichier, je ne sais pas quoi en faire, j'ai pas mon PDF. Et là, on s'est dit avec Sébastien, on s'est dit, mais effectivement, il faut vulgariser, il faut rendre accessible ce fichier vectoriel et en démontrer l'intérêt. Donc là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail. Peut-être que tu peux en dire quelques Oui. mots, Je vais Sébastien. faire la partie introductive sur le Star d'été. Donc le Star d'été, c'est un format qui a été défini, alors j'ai plus il y a 2 ou 3 ans dans le cadre des travaux du CNIJ. Donc c'est un standard de description des réseaux, de tout type de réseau du coup pour pouvoir, s'intégrer aux différents réseaux qui sont, en réponse au DTD-ICT. Aujourd'hui ce standard-là n'est pas obligatoire, pas encore, la réglementation ne le prévoit pas. Donc il reste au libre choix de l'exploitant, mais on peut imaginer qu'il le sera à terme puisqu'on va voir qu'il est quand même très utile. Donc il permet de faire de l'échange de données cartographiques en format vectoriel, ça c'est assez évident. Donc il va décrire, précisément, ce que sont les objets, quels sont les liens entre les différents objets, et il va rester sur un tronc commun d'informations utiles au DTD-ICT. On n'est pas sur un standard, heu
en utilisation, usage métier des données. On est vraiment sur un standard d'échange de la donnée, donc qui permet de faire la passerelle entre différents, notamment différents mondes, on l'a évoqué, il y a le monde de la CAO, le monde du SIG, qui travaille autour de la cartographie des réseaux enterrés, donc de pouvoir avoir ce tronc commun. On rentrera un peu dans le détail sur la description modulaire, hein, mais donc on est sur un format GML. Donc c'est un format dérivé du XML avec une composante géographique qui est un format ouvert, complètement décrit, un peu barbare, mais qui permet d'être implémenté simplement simplement, en tout cas, par les éditeurs informatiques, de pouvoir l'implémenter de manière assez connue, puisqu'elle est bien décrite, et d'implémenter notamment des liens entre les objets. C'est là où c'est intéressant. C'est que si vous avez déjà à la base des relations entre des objets, vous allez pouvoir les porter plus simplement avec ce format-là, il est toujours accompagné d'un schéma d'application du GML, c'est le XSD qui permet de décrire, qui vient reprendre les descriptions des objets qui sont à l'intérieur. Bon voilà, donc on va rentrer dans le détail de ce format-là, ça sera le plus clair. Donc pas la deuxième, la prochaine diapo vient un peu, je te laisse passer Pierre-François sur juste savoir avant la structure, voilà, comment on obtient ce star d'été. Aujourd'hui, star d'été, vous avez pas, donc quand vous faites votre déclaration d'été, d'été ou DICT, vous avez donc la possibilité de demander pour le récépissé des plans vectoriels. Les formats qui sont précisés aujourd'hui, c'est DXF, Shape, MIFMID. Quoi qu'il en soit, chez Enedis par exemple, quand vous choisissez n'importe quel de ces formats-là, vous avez une réponse également qui est accompagnée du GML Star DT. Donc ça, on sait qu'il faut pousser les exploitants, on en parlera en conclusion, mais à justement faire ces réponses automatiques en Star DT, quoi qu'il arrive. Et il est prévu des évolutions au CERFA en 2025 qui permettront d'avoir directement le Star DT qui soit disponible dans la liste déroulante en plus des 3 formats qui sont actuellement disponibles. Donc ça, c'est plutôt Ouais. une bonne nouvelle pour l'utilisation du format. Dès lors qu'il sera demandé, l'exploitant devra se dire à un moment, bon, j'ai beaucoup de demandes sur ce format-là, il va peut-être falloir que je m'y adapte. Tout à fait. Et c'est vrai que je parle pour l'exploitant de réseau Enedis, mais on a fait ce gros travail de recalage, on a rendu possible les réponses au Star d'été, n'hésitez pas à le demander. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait finalement une liste déroulante de formats rajoute encore du trouble dans une situation qui n'est déjà pas très intelligible. Donc en tout cas, dès lors que le plan vectoriel est coché, quel que soit le format qui est choisi, nous, on répondra toujours en star d'été. Et c'est vrai que dès 2025, je crois, il y aura dans le menu déroulant star d'été. Et je ne vous cache pas que nous, quel que soit ce qui est saisi, on répond au format star d'été, puisque le principe de standardiser, c'est que toutes les réponses soient faites avec la même structure. Et vous allez voir dans la partie pratique que c'est extrêmement important, qu'il y ait une standardisation de la réponse. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail et non pas d'opposer deux mondes, mais néanmoins de présenter les avantages et les désavantages. Et il se trouve que, de manière assez générale, les différents outils qu'on peut trouver dans le monde de l'étude, du bureau d'études, sont des outils basés sur du dessin assisté par ordinateur. Alors, je cite des fabricants et des formats, mais j'en cite beaucoup pour ne pas en favoriser l'un ou l'autre. On va avoir les deux grandes familles de fichiers, hein, avec AutoCAD et MicroStation, respectivement des XF, des WG et des fichiers DGN. On va avoir des outils qui se plaquent sur ces formats comme Sigimage, Topocal, Catlog, etc., et qui proposent des outils, mais basés sur une logique de structure en couches. Et souvent, on vient mettre un ensemble d'objets dans une même couche, mais à l'intérieur d'une couche, on ne peut pas catégoriser objet par objet. J'ai une couche ELEC dans laquelle j'ai tous mes objets ELEC, mais je ne peux pas aller catégoriser spécifiquement un objet de la couche ELEC. Donc on est bien dans une logique de structure en couche, en fin de compte, et ce qu'on peut mettre en avant par rapport au format Star d'été, Sébastien a commencé à en donner le détail tout à l'heure, c'est qu'on est sur un format, alors certes, vous allez me dire, le GML, on ne connaît pas trop ça, on n'aime pas trop. Moi, j'aime plutôt ce format parce qu'il est ouvert et si par curiosité, vous l'ouvrez dans un éditeur de texte, on peut lire dedans comme un livre ouvert. Mais en fin de compte, ce qui est surtout important, c'est que c'est un format SIG et chaque objet est qualifié par des éléments descriptifs. Et on va voir que dans la capacité à symboliser automatiquement les objets, c'est hyper important. C'est un peu la clé, c'est un peu la clé de lecture du fichier, c'est-à-dire que chaque objet a son info. Je suis un réseau d'eau.
je suis en classe A, je suis, etc., etc. Et comme c'est standardisé, et pour tous les exploitants de réseau, ben ça, c'est hyper important pour les différents outils que vous pouvez utiliser pour fabriquer les plans de synthèse. Donc effectivement, c'est ce qui est mis dans le bas de la diapo là. À partir du moment où la réponse elle est standardisée et que les éléments descriptifs sont les mêmes, quel que soit le réseau, on va avoir des outils qui vont donner une capacité à produire un plan de synthèse et à symboliser les objets de manière très efficace. Et c'est ce qu'on met un petit peu dans la diapo que je fais là, c'est que je vous ai fait un petit zoom sur certains éléments descriptifs. Donc on parle de la structure attributaire hein, qui décrit chaque objet présent dans le GML et donc présent dans la réponse. Ben, l'intérêt et ce qu'il faut bien apprécier aussi, c'est qu'autant les formats DAO de dessin peuvent contenir la symbologie. Le format GML, lui, il ne contient pas de symbologie. Par contre, il contient des attributs qui décrivent. Et ça, finalement, indirectement, ça donne la capacité à l'outil qui va ouvrir le fichier de symboliser automatiquement. J'ouvre un fichier. Bon, là, c'est un peu un contre-exemple parce que je vous ai mis des attributs d'ELEC et en dessous, j'ai mis de l'eau. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que dès lors que l'outil qui ouvre le fichier StarDT est capable de lire les attributs, il va appliquer les bons symboles. Et ça c'est une grande force de StarDT. Il y en a d'autres, on va voir, hein, mais c'est l'homogénéisation de la description des objets, quel que soit le réseau, qui permet de fabriquer facilement un plan de synthèse. Je pense qu'il y a des bureaux d'études qui sont autour du combiné, et je pense qu'ils ont passé un certain temps à recopier, à appliquer des symboles. Alors certains outils permettent d'aller plus vite, mais comme aujourd'hui, il n'y a pas de standardisation et du fond de plan et des modélisations de données, avec StarDT, on l'a. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un exemple très concret qu'on a fait. Alors, il est vraiment dans un monde parfait puisqu'on a mis tous les exploitants de réseau autour de la table dans un travaux sous la maîtrise d'ouvrage Enedis, dans des travaux sous maîtrise d'ouvrage Enedis, et on a fabriqué, chaque exploitant de réseau a fabriqué un star d'été. Donc, je vais vous récapituler comment ça s'est passé sur une petite frise, et après, je vais vous faire une démonstration directement dans un SIG QGIS, dans le SIG QGIS. Donc, ce qui s'est passé dans un premier temps, de manière assez classique, c'est que bah, le responsable de projet est allé soit dans un outil, dans un prestataire d'état à la demande, soit dans le guichet unique, à dessiner la zone de ses travaux et à cocher. Alors, je suis allé un peu en avant, j'ai dit qu'il y avait format StarDT. Alors que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a MIFMID, Shape et DXF et que StarDT ne sera ajouté qu'en 25. Mais néanmoins, il a coché vectoriel. Donc, fort de cette demande, quand l'exploitant de réseau Enedis reçoit, j'ai donné l'exemple d'Enedis, hein, je me suis permis de le mettre parce que ça, c'est pour illustrer un petit peu ce qui se passe. Donc, nous, en fait, on capte, et d'ailleurs, on le capte au format GML, hein, c'est-à-dire qu'on a un fichier géographique de l'emprise des travaux qui nous est transmis, et dès lors qu'on le copie, eh ben, ça rematérialise cette zone. Et dans notre outil de réponse, sur la partie de droite, on a une petite coche qui s'appelle StarDT. Et en fait, quand on l'active, dès lors que le demandeur nous en fait la demande, donc je renouvelle que l'objet de ce webinaire, c'est les exploitants de réseau vont faire des efforts. Nous, on a commencé, je sais qu'il y en a d'autres avec qui j'ai parlé qui travaillent sur ce format. Demandez-le. Il faut le demander, sinon on ne peut pas vous le donner. Donc là, dès lors que la demande est faite, on le répond. Et ça, c'était une petite digression pour dire, on vient quand même, quand on nous fait une demande, interroger le niveau de calage de la commune, c'est-à-dire que la manière dont Enedis fonctionne, c'est est-ce que cette commune est bien recalée sur le PCRS? Si c'est recalé, oui, je peux faire un star d'été. Si c'est pas recalé, je ne fais pas de star d'été. Et nous, on a beaucoup travaillé en Auvergne et aussi grâce au fait qu'on a un PCRS qui est quasiment abouti, on a recalé aujourd'hui 81% des communes de Auvergne administrative historique, c'est-à-dire Haute-Loire, Allier, Puy-de-Dôme et Cantal. Et donc, ça veut dire que quasi systématiquement, on est capable de produire le star d'été. Donc, dès lors que le star d'été est produit, eh bien, on met un GML en plus du PDF. Je dis bien, le PDF est systématiquement produit, il est donné, même quand il fait 63 pages. Après, vous en faites ce que vous pouvez. Mais par contre, quand le plan vectoriel est coché, eh ben, on répond avec un plan vectoriel. Et effectivement, on ouvre ce plan vectoriel, et quand on l'ouvre, il suffit qu'on ait la bonne symbolisation, et il se symbolise automatiquement.
Alors oui, il y a une remarque sur le plan papier, mais c'est pour ça que je lis le chat en même temps. C'est pour ça que je dis bien, on peut vivre avec les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut permettre d'être plus efficace et de moins avoir de déperdition de données en donnant un fichier vectoriel pour les spécialistes des outils cartographiques qui vont être capables de le manipuler. Il n'empêche pas, tout au long du cheminement des travaux, de réextraire des PDF pour les conducteurs de travaux, pour les conducteurs de chantier. Moi, j'ai pas dit on va éliminer le PDF. J'ai dit qu'un exploitant de réseau Enedis qui capitalise en classe A depuis 2012, ce qui a un coût et qui répond avec des PDF de 63 pages, alors bon, c'était pas nous, mais ça aurait pu, et ben en fin de compte, là c'est un problème d'efficacité. Après, une fois que on a répondu en star DT libre au responsable de projet, quand il est entre l'interaction du bureau d'études et de l'entreprise travaux, de refabriquer des PDF. Hein. Ça, on peut toujours en refabriquer. Quand ils sont fabriqués à partir d'une base dont on est sûr qu'elle est précise, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était un exemple. Donc je vais vous montrer dans une zone donnée ce que ça peut faire. Donc je vais y aller doucement parce que je sais qu'il peut y avoir un petit peu de latence. Donc là, on est bien dans le cas d'un chantier qui a eu lieu, bah, c'est rue de Chalonnax à Clermont-Ferrand. Et donc on a mis tous les exploitants de réseau autour de la table, ceux qui savaient faire du Star d'été et ceux qui ne savaient pas le faire, parce qu'une fois de plus, c'est un exemple du monde idéal, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc là, je vais vous montrer ce qui se passe vu de, on va dire, responsable de projet, entreprise d'études, pour fabriquer un plan de synthèse. Donc il faut bien mesurer que là, on était dans une situation où sans star d'été, il fallait recopier. Donc là, on a de l'assainissement, de l'eau, de l'éclairage public, du gaz et de l'électricité. 5 exploitants, 5 recopies de PDF ou recalage. Donc on peut imaginer que pour recopier le PDF sur un plan de chantier, on va peut-être prendre 1 heure pour l'aboutir un peu. Je le dis comme ça à la louche, mais on va avoir 4-5 heures de boulot pour établir un plan de synthèse correctement symbolisé, précisément reporté, avec le risque d'avoir fait des erreurs de report. Là, j'ai reçu 5 stars d'été. Ah, j'ai eu du pot, tous les exploitants ont pu répondre star d'été, j'ai coché plein vectoriel à chaque fois. Donc, je vais commencer par ouvrir les données de GRDF. Donc, vous voyez qu'elles s'ouvrent et qu'elles se symbolisent avec la bonne couleur. Donc là, il faut bien comprendre, bon là je suis dans le logiciel QGIS, je suis dans un logiciel libre, donc je peux me permettre de développer un peu. Je ne le ferai pas pour des logiciels payants qui font tout aussi bien, mais je ne le ferai pas, parce que c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais là, j'ai un fichier de style qui est accroché, on va dire, à QGIS. Je ne vais prendre pas dans le détail, hein, c'est un fichier QLR. Mais en fait, dès lors que je vais importer un star d'été, il va reconnaître, ah bah c'est le star d'été de GRDF, bah, je vais te le mettre en jaune, machin, ah c'est le star d'été de l'eau. Et donc en fait, ça c'est la grande force de la standardisation de la donnée aussi. Hein. Donc là, j'ai ouvert celui de GRDF, j'ai ouvert l'assainissement, je vais ouvrir l'éclairage public, et à chaque fois, la symbolisation se fait automatiquement, le positionnement se fait aussi automatiquement. Il faut voir que moi, je suis un ayant droit où j'ai accès au PCRS, donc je l'ai mis en fond. Donc ensuite, je vais ajouter l'eau, j'ajoute Enedis, et en fin de compte, là, je ne fais qu'ouvrir les GML que les différents exploitants de réseau m'ont envoyés dans le cadre de ma demande de DT. Et j'ai pas mis longtemps parce que là, j'aurais pu faire glisser, déposer le GML, mais ça aurait pris le même temps. Ce qu'on veut que vous mesuriez tout au long de ce webinaire, il y a la partie, parce que l'enjeu du décret des DICT, c'est quand même garantir la sécurité des personnes et des biens, et c'est pas en premier lieu gagner en productivité d'élaboration dans les plans de synthèse. Néanmoins, là, le zoom est fait sur le fait de la capacité du bureau d'études à pouvoir élaborer un plan de synthèse plus rapidement. Il a accès au PCRS et ensuite il ouvre les différents GML qui se symbolisent automatiquement. Donc là, il ne reste plus qu'à imprimer le plan de synthèse en fin de compte. Hein. Et effectivement, on peut après repasser sur du PDF comme on l'a dit. Hein. Alors, le cas où le GML contient plusieurs types de réseaux, bah non, parce qu'en fin de compte, chaque exploitant de réseau répond avec son propre GML. Et ensuite, on ouvre les différents GML pour les accumuler, les superposer en fait dans un outil. Sur ce point-là, il est possible que des exploitants peut-être mutualisent l'assainissement et l'eau. Logiquement avec le XSD, donc le fichier de description, le XSD, en fait, le schéma d'application du standard StarDT, il comprend tous les réseaux. Quand vous l'ouvrez, en fait, vous allez avoir les hydrocarbures, et donc il va s'appliquer
au réseau présent dans le GML. Et je rebondis juste dans la remarque qu'il y avait auparavant. Effectivement, aujourd'hui, le système de remontée d'investigation complémentaire est, comme on va dire, un petit peu grippé dans certains cas. Soit elles sont faites ou elles ne sont pas remontées à l'exploitant. Aujourd'hui, alors peut-être que Lauriane pourra développer dans le chat, mais aujourd'hui, il n'est pas, entre guillemets, officialisé que StarDT est le standard de remontée des IC, mais en tout cas, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que dans le chaînage des différents acteurs tout au long de DT, DICT, entre l'exploitant de réseau, responsable de projet, les entreprises de détection, l'interopérabilité du fichier, elle ne se fait pas autrement qu'avec StarDT. Donc moi, j'ai tendance à dire que oui, pour les remontées d'IC, StarDT est tout à fait approprié. Donc, un dernier point, et puis on pourra tout doucement conclure sur cette partie pour aller après laisser la place aux questions, c'est qu'il y a un autre atout de StarDT. Donc, on a pu voir tout au long de la présentation, déjà, il y a l'hétérogénéité des fonds de plan. Donc, on l'homogénéise à travers l'utilisation du PCRS, premier point. Ensuite, on répond au format vecteur. Comme ça, on n'a pas besoin de recopier. Et en fin de compte, on conserve la qualité du positionnement natif du réseau dans la base de données de l'exploitant de réseau. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants. On viendra au marquage pictage juste après. Il y a d'autres cas de figure qui sont des cas que, je pense, l'exploitant de réseau Enedis rencontre et d'autres exploitants de réseau rencontrent parce qu'il faut viabiliser des zones dans lesquelles la voirie n'est pas encore finalisée ou en cours de finalisation. Donc on va avoir un certain nombre de zones à l'intérieur desquelles on a un réseau en classe A sur le meilleur fond de plan disponible. Donc, volontairement, ces diapos sont un peu choquantes puisque à gauche, et comme à droite, alors à droite, j'ai une voirie qui est plus aboutie. À gauche, c'est des choses qui arrivent, c'est-à-dire qu'à l'instant T, dans le cadre d'un PCRS, et Sébastien va vous dire après qu'on a quand même la chance d'avoir un PCRS qui est mis à jour, mais il est impossible de le mettre à jour le lendemain, c'est pas possible. On peut pas être dans cette logique-là. Donc en fin de compte, ça veut dire qu'il y a un certain temps durant lequel l'exploitant de réseau va répondre avec un réseau en classe A sur le meilleur fond de plan disponible. Donc vous constatez que là, le meilleur fond de plan disponible, en termes d'éléments de voirie pour donner des points d'appui pour des cotes ou d'éléments de voirie pour permettre de recopier le réseau si je suis en PDF, j'ai une vraie limite. Donc, dans ces cas-là, le StarDT, il permet de s'affranchir du fond de plan et de donner un fichier vecteur qui se positionne en absolu. Donc ça, c'est des cas de figure, j'en ai encore un ici, où en fin de compte, sur la partie droite de l'image, on voit qu'on a l'extrémité urbanisée d'une commune et qu'on vient, via le PLU, ouvrir un nouveau lotissement, une nouvelle rue. Sauf que la voirie n'est pas encore à jour. Donc là, le Star d'été est une réponse qui permet de s'affranchir de la voirie qui, en l'occurrence, n'existe pas et qui permet de garantir la position en classe A, quel que soit l'environnement de voirie du chantier. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez noter qu'on est sur la droite du côté de la rue de l'Avenir. Et je pense que ce que va pouvoir nous dire Sébastien, c'est que l'avenir de ce fonds de plan qui, là, pour l'instant, n'est pas abouti en termes de voirie, c'est la mise à jour, Sébastien, du PCRS. Oui, effectivement. Alors, et c'est vrai que ces exemples-là sont assez frappants, mais justement, on peut même considérer que en termes de sécurité, ils sont, comment dire? Ils vont pas forcément, favoriser des incidents sur le réseau parce un déclarant qui reçoit ce type de fond de plan, il va faire attention. Il voit très bien qu'il a un champ sur la photo. Le pire, finalement, c'est d'avoir des mises à jour sur de la voirie existante. Et c'est là où c'est très difficile et de pouvoir le retranscrire rapidement en mise à jour pour pas avoir une mauvaise interprétation des éléments d'implantation, de cotation du réseau par rapport au fond de plan. Donc effectivement, la mise à jour du fond de plan, on en parle un petit peu parce qu'elle est essentielle. Aujourd'hui, on a une grosse carence en France au niveau du PCRS. C'est pas sa production, c'est sa mise à jour. Il y a très peu de fonds de plan PCRS qui sont maintenus à jour. Ça se met en place très progressivement, très lentement, malheureusement. Et donc, on essaie aussi de pousser ce sujet-là. Donc, sur les PCRS qui sont gérés par le CREG, donc on travaille, nous, sur les 10 départements de la région Verne-Rhône-Alpes. Donc, si on exclut les départements du 73, du 74, on pratique une mise à jour
régulière, annuelle des secteurs en travaux de voirie. Donc on fait notamment ce qu'on appelle de la mise à jour différentielle. Donc la mise à jour différentielle, on va localiser d'abord des chantiers. Donc sur la gauche, vous avez un premier élément où sur un champ, on nous a donné une information sur un chantier qui avait été, enfin qui a été terminé ou qui est en cours. À partir de ça, donc on va mutualiser les remontées des différents partenaires et on les consolide dans une base de données. On fait du terrain. Donc on va sur le terrain à une période de l'année, généralement c'est au mois de mai. On visite l'ensemble des chantiers remontés et on va lui donner un avis. On va lui dire oui, ce chantier, il mérite d'être mis à jour dès cette année ou non, il ne mérite pas d'être mis à jour tout de suite. Par contre, je vais revenir le voir l'année prochaine. Donc ça a constitué à peu près 900 visites en 2023, hein, ce qui est absolument facile à gérer, entre guillemets, hein. On fait à peu près 35-40 visites par jour. Donc à l'échelle d'un département, ça serait même beaucoup plus faible que ça. Donc c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Donc on a fait les visites, on détermine les secteurs à mettre à jour. Quand on détermine les secteurs, on va également ajouter d'autres éléments que le terrain. On va chercher des nouveaux bâtiments sur le cadastre. On va manipuler de la donnée géographique de référence pour sortir aussi d'autres informations et pouvoir compléter les marchés d'acquisition de la mise à jour. Et quand on fait le vol de mise à jour, ensuite on vient intégrer du coup la zone modifiée dans le socle initial. Donc là, tu vas à la suivante, Pierre-François, et notamment à gauche, le fond de plan va se mettre à jour logiquement. Donc là, si tu fais un aller-retour, on voit qu'on avait avant un champ et qu'on vient intégrer ce lotissement dans le plan initial. Le principe, c'est que c'est une intégration localisée. Donc si on passe à la page suivante, on va avoir quelques exemples un peu plus flagrants. Voilà, sur un aménagement de carrefour, on vient intégrer le carrefour, uniquement le carrefour, dans le plan initial, pour le mettre à jour. Cette mise à jour, différentielle, elle est collaborative. Donc aujourd'hui, on sollicite les partenaires que l'on connaît sur le territoire, donc des financeurs du PCRS, des partenaires du CREG, des collectivités. Mais tout un chacun à terme peut déjà même contribuer à la mise à jour du PCRS. Si vous êtes dans le cadre de votre activité, face à l'usage d'un fonds de plan qui n'est pas à jour, en tout cas sur le territoire du CREG, n'hésitez pas à le remonter par mail. Vous remontez un polygone, une localisation, et puis nous, on va pouvoir l'intégrer dans le processus de mise à jour du fonds de plan. Alors là, le visionnage, je pense qu'elle n'est pas tout à fait à jour, mais on est en train aussi de produire de l'information, de la métadonnée sur la mise à jour. L'idée, c'est de pouvoir fournir un maximum d'informations là ouvertes sur les chantiers qui sont visités, sur les zones qui ont été mises à jour, en quelle année elles ont été mises à jour. Alors j'ai une question, du coup intéressante sur la décision de mettre à jour ou non. Alors on a en 2017, 2018, même 2019, on réunissait chaque année les exploitants, et on montrait des photos de terrain. Donc on réunissait Enedis, les syndicats d'énergie, des collectivités, des syndicats d'eau et on disait: «OK, bon là, qu'est-ce qu'on fait? On met à jour, on met pas à jour?» Globalement, un des premiers critères, c'est qu'en gros les éléments tangibles de, de localisation dans le corps de rue soient réalisés sur le terrain. Donc pour un lotissement, dès lors que j'ai des trottoirs qui sont posés, je considère que c'est un élément à mettre à jour. Si j'ai un îlot qui est appliqué, enfin qui est construit sur une voirie, l'îlot il est en dur, il faut le mettre à jour. On avait le cas aussi longtemps on a eu, enfin il y a quelque temps de la mise en conformité des arrêts de bus par rapport à l'accessibilité. Donc là aussi, ça génère des modifications de trottoirs dont on était amené à les faire. Donc on ne les faisait pas en post-it, mais on les rassemblait dans des vols communs sur un quart de ville. Sur les lotissements, il se trouve qu'en fait, on se rend compte au final qu'on fait de la mise à jour également quand on a une voirie temporaire. Parce que c'est intéressant de ne pas rester sur un champ pendant des années parce que le lotissement, il va peut-être vraiment se finaliser au bout de 4-5 ans. Et vu le coût qui est très faible de la mise à jour, on préfère mettre à jour. C'est beaucoup plus efficace sur une voirie temporaire. Donc voilà pour la prise de décision. On définit, il y a une fiche technique en annexe 4 ou 5 sur le site du CNIJ au PCRS qui décrit la mise à jour différentielle et qui décrit des éléments qui génèrent une mise à jour. Et Donc voilà. c'est Oui, vas-y oui, Pierre-François. je me permettais de compléter.
c'est vrai on a le seul PCRS en France qui est mis à jour, et c'est pour ça que tu es dans un groupe de travail national pour permettre aux autres PCRS de trouver des solutions de mise à jour. Et j'allais presque dire, il y va de la responsabilité de ceux qui utilisent ce PCRS de déclarer les évolutions de voirie, parce que c'est vrai que Sébastien, je pense que tu n'en as pas énormément. Nous, Enedis, on doit t'en faire remonter une petite centaine par an, mais il y a beaucoup de travaux pour lesquels il n'y a pas de dévoiement de réseau électrique et par conséquent, nous ne sommes pas informés vu qu'il n'y a pas de travaux. Et là, si le CREG ne détecte pas par lui-même une évolution de voirie, on peut conserver une photo qui a un caractère obsolescent parce que la voirie a évolué. Donc, c'est vraiment important de faire remonter ces mises à jour. Effectivement. Et alors le fonds de plan en plus de ce que je comprends n'a pas un aspect réglementaire, hein. C'est vraiment la précision des réseaux. C'est pour ça qu'on c'est important d'avoir, des réseaux, bien géoréférencés et encore plus s'ils sont fournis en format vectoriel. Néanmoins, il faut s'appliquer à le mettre à jour le plus efficacement possible. Heu, Ça c'est évident. Et Du je me coup permets. oui, Ouais, vas-y excuse-moi, Bertrand, je t'en il prie. y avait une réponse, il y avait une question de Monsieur Gomez de la métropole de Lyon qui était hyper importante. Et c'est vrai que la manière dont a été rédigé le CERFA, avec ces formats-là qu'on voit dans le menu déroulant, Shape, DXF, MIFMID, qui est le format historique de MapInfo qui n'existe même plus, a provoqué le trouble. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit, on va standardiser la structure de la donnée pour qu'en face, on ait des outils qui puissent directement se caler sur cette standardisation. D'où la symbolisation automatique, d'où ce que j'ai montré tout à l'heure. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup milité pour l'évolution de ce menu déroulant. Et là, l'illustration de votre question, alors déjà, vous avez tout en format vectoriel, donc finalement, avec un logiciel qui adapte un petit peu les attributs, vous pouvez vous remettre en forme. Mais je pense, ça reste mon avis, mais qu'il faut quand même essayer de tendre vers du standard, parce qu'effectivement, les bureaux d'études vont plutôt tendance à dire, oui, moi je préférais un DXF, un DWG, un DGN, je ne sais quoi. Alors oui, peut-être qu'à l'instant T, ça va correspondre à une personne, à un usage, et que le monde du BE est globalement beaucoup dans du dessin assisté par ordinateur, mais je pense que les choses vont évoluer et doivent évoluer, et après des passerelles sont possibles. Là, dans les annexes qu'on met dans le document qu'on enverra après la réunion, on explique comment faire une passerelle entre Gmail et DXF avec QGIS. Genre, je reçois mon Gmail par l'exploitant de réseau, je l'ouvre, je le symbolise automatiquement, ça me prend 5 secondes, et je le réexporte en DXF. Et après, la notion de c'est plus fin avec du DXF, je pense pas que le dessin soit vraiment plus fin, hein, parce que là, on est vraiment sur des coordonnées géographiques qui sont rejointes les unes par les autres par un vecteur. C'est juste plus il y aura de points nodaux, nodal, plus il y aura un dessin fin, mais je pense pas qu'il y ait vraiment une grosse différence dans la représentation du câble. Par contre, effectivement, si vous sortez du DXF et que le BE est sur de l'AutoCAD, il pourra l'ouvrir direct. Par contre, comment sont structurés vos attributs, comment sont les symboles, c'est là où est la limite. Donc c'est pour ça que moi je trouve que le fait d'avoir mis ce menu déroulant dans le CERFA, ça a rajouté plus de troubles que ça n'a apporté de solution. Néanmoins, effectivement, aujourd'hui, la décision qui a été prise pour 2025, c'est de rajouter Star DT et de laisser les autres formats. Alors, n'hésitez pas, je vais, si vous voulez prendre la parole, je vais. euh, hop, vous pouvez prendre la parole, allez-y, si vous voulez. Oui, bonjour. Par rapport à la question, vous m'entendez là? Oui, oui, tout à fait. Quand je dis c'est dessiné plus finement, alors je ne connais pas bien le format StarDT, mais je sais que quand on fait nos données de chambre télécom, par exemple, au format shape, on va avoir des points, alors que lorsqu'on les exporte au DWG, on peut mettre des blocs de la dimension de la chambre avec orienté, et donc on a des rectangles qui sont plus facilement intégrables en DAO, quoi. Je ne sais pas si vous, vos tampons, vos chambres, c'est des surfaces, des polygones ou des points. Si c'est des points, ça, certes, c'est plus simple à manipuler en données SIG, mais en DAO, ça prend pas l'emprise de l'objet tel qu'il prend sur le sol, quoi. Oui, je comprends mieux votre question par rapport à la représentation. Aujourd'hui, nous, alors on n'a pas énormément de chambres côté Enedis, on va avoir des coffrets électriques, par exemple, qui sont un ponctuel, en fait, qui sont composés d'une seule coordonnée géographique dans le Gmail. Et en fait, on vient créer un objet qui aura pour centroïde cette coordonnée.
mais d'une taille, j'allais dire arbitraire, normalisée. Mais là, on n'est pas dans la logique de la chambre PTT. On est plus dans la logique d'une émergence de coffret dont on sait qu'elle fait telle taille et telle taille. Donc, on va plaquer un objet coffret dessus. Ceci dit, dans nos outils de dessin historique, on ne dessinait pas le coffret par rapport à sa taille. Alors que ce que je comprends dans votre remarque, c'est que vous, la chambre, elle était vraiment dessinée à sa taille, quoi. Et là, Oui, oui, effectivement, il faudrait qu'on se penche un peu plus dessus. C'est ça le problème, je pense. c'est ça. Nous, on a des typologies. Le point, il a un type de chambre, L3T, L4C, tout ça. Et donc, il peut prendre des dimensions de manière automatique. Par contre, il y a son orientation. Et c'est vrai que quand on a un paquet de chambres, il y a 10 chambres télécom à côté, il y a des endroits comme ça. Et c'est bien pour la personne qui visualise les choses, c'est pas d'avoir 10 points, c'est d'avoir les chambres orientées les unes par rapport aux autres pour la visualisation terrain, pour faciliter ça. Donc mais bon, nous, on va creuser ça, hein. On va voir si, voilà, si aujourd'hui, dans Star DT, il n'y a que des ponctuels et que des linéaires, sur certains objets, ça va pas convenir. Enfin, ça va être une dégradation quand même par rapport au dessin des WG, quoi. Alors, il y avait une remarque, et je ne serai pas assez précis pour vous apporter une réponse précise, je m'en excuse, mais je crois qu'il y a une notion d'orientation dans les attributs du Star DT. Il faudra que je vérifie, mais peut-être que les collègues qui sont là et qui ont des éléments de réponse. Mais effectivement, si on On y n'a pas de reviendra notion. peut-être. Ouais, on va y revenir peut-être à la fin sur ces sujets-là Oui, ok, pour pouvoir ça marche. avancer et passer sur les échanges pour pouvoir libérer les gens qui ensuite doivent partir et qui auront l'intégralité du suivi. Mais on y revient tout à l'heure, on en reparle. Effectivement, il y a des possibilités. Déjà, ça doit être intégré, il me semble, sur les angles. Et puis la possibilité de reconstruire une orientation par rapport à des attributs, mais il faut avoir les attributs. Bon, mais je te laisse poursuivre, Pierre-François, Oui, comme ça oui, c'est on parce a que quasiment c'est. clôturé. Il nous reste quelques éléments là. On a encore Voilà. pour 5-6 minutes. Et après, on vous laisse les questions. Donc, c'était juste pour vous montrer un exemple d'actualisation de fond de plan, pour reprendre là où nous nous étions arrêtés par rapport à la mise à jour du fond de plan. Donc là, effectivement, on vient viabiliser une nouvelle zone qui n'a pas de voirie. Donc, on réalise un certain nombre de travaux de viabilisation multi-réseau. On implante les différents fluides et qui permettent de viabiliser la zone. Et on peut voir que à l'instant T, l'exploitant de réseau Enedis a mis un réseau en classe A sur le meilleur fond de plan disponible. Il a déclaré cette zone comme nécessitant une mise à jour auprès de l'autorité locale compétente qui gère le PCRS, qui est le CREG. Et fort de cette information, eh bien, le CREG, lui, a fait une mise à jour l'année suivante. Donc, on imagine que là, j'ai fait remonter l'info en 24, le vol est fait fin 24 et les informations sont disponibles en 25. Et là, vous voyez qu'il y a une mise à jour différentielle qui est faite, puisqu'on voit le lotissement qui est présent. Et comme le réseau est en classe A à l'époque où il a été mis en base de données, et que la mise à jour différentielle est également en classe de précision, même plus que A, parce que vous avez un niveau de précision, tu peux le rappeler, Sébastien, sur le PCRS. On est sur un écart en planimétrie à moins de 8 cm, on va Voilà, dire donc en moyenne. les choses s'emboîtent parfaitement. C'était un peu l'idée de la diapo d'en bas à droite, où on voit bien que à l'instant T, les émergences n'étaient pas visibles sur la photo. En revanche, le réseau était bien en classe A, et les émergences sont arrivées après coup avec la mise à jour différentielle du CREG, et fort heureusement, les émergences se sont pluguées, se sont raccordées juste au niveau du point d'aboutissement des câbles. Donc là, on voit bien que les choses s'emboîtent correctement. Alors pour finir, parce que il faut rappeler que l'objet du décret d'été DICT est de garantir la sécurité d'abord des personnes qui interviennent, et ensuite du bien, j'allais dire du bien commun, qui est le réseau de services publics qui va distribuer tel ou tel fluide. Et donc pour préserver cela, il faut matérialiser la présence du réseau au sein de la zone de travaux. Et pour le matérialiser, on va dire qu'il y a deux méthodes. Il y a la méthode qui consiste à cutcher, c'est-à-dire à prendre une mesure au 200e sur un plan, et reporter cette mesure. Alors, quand il y a une voirie très exhaustive, on a fait des contrôles et il y a des choses qui sont très bien faites avec cette forme-là, mais c'est technique. Il faut bien connaître l'échelle de son plan, il faut bien maîtriser, il faut avoir de la voirie. L'intérêt, quand on a un star d'été, c'est que tout au long de la vie du chantier, et pour faire le plan de synthèse, et au moment de l'implantation, modulo les éventuels IC qui pourraient être ajoutés, mais aussi en star d'été, eh bien, en fait, on peut implanter son réseau
non pas en faisant une prise de cote finalement depuis mon plan pour les reporter sur la voirie, mais avec du GPS. Donc en fin de compte, ça, c'est une vraie avancée puisqu'on a zéro déperdition d'informations. On vient marquer plus rapidement le réseau sur la voirie et en plus, on n'a pas de déperdition d'informations. Donc effectivement, il peut y avoir des cas où on a un signal GPS qui passe pas, on a des cas où on a le signal du GPS qui passe, mais de toute façon, les topographes savent s'affranchir de ces différentes contraintes quand ils font leur levée. Donc il y va de même pour l'implantation. Et juste en ouverture, pour finir, on a de plus en plus de solutions avec différents éditeurs qui proposent des solutions sur la base de réalité augmentée. Donc là, on a vu qu'on pouvait utiliser un GPS, mais on peut aussi utiliser un GPS couplé avec une tablette. Et là, je donne l'exemple, nous, une solution, il y a 5 à 8 éditeurs de solutions là en France qui proposent des choses intéressantes. Et donc, on peut carrément avoir une visualisation du réseau que l'on a sous nos pieds. Donc là, je ne sais pas si vous voyez sur l'exemple de gauche, il y a le marquage, on voit encore le marquage qui avait été fait et on est allé le contrôler avec la solution de réalité augmentée. Donc effectivement, on va avoir des écarts de l'ordre de quelques dizaines, on va dire quelques centimètres au maximum une dizaine, mais on reste dans le fuseau. Et donc ça, c'est des solutions qui vont se fiabiliser. Et on a effectivement d'autant plus de facilité qu'on travaille sur un standard. Donc, pour synthétiser un petit peu les différents éléments que l'on a fait dans la présentation, et je laisserai un dernier mot de conclusion à Sébastien, je vais rapidement refaire le schéma de ce qui a été présenté. Donc, en premier lieu, pour pouvoir répondre en star d'été, il y a d'abord un recalage des réseaux de la part de l'exploitant de réseau. Alors, soit il a une super bonne surprise et quand il reçoit le PCRS, ses réseaux sont parfaitement calés et là, il n'a pas de boulot. Mais sinon, il en a un peu, il faut qu'il recale. Donc, en fin de compte, il va pouvoir donner la gestion du PCRS à l'autorité locale compétente qu'est le CREG, et ensuite, il gardera la gestion du réseau. Parallèlement à cela, quand on fait une DT, eh bien, on va aller consulter soit via un pad ou on va aller dans le guichet unique et faire une demande des exploitants de réseau concernés dans la zone. Les exploitants de réseau vont répondre au format vectoriel StarDT. Par conséquent, le responsable de projet ou l'entreprise d'études du responsable de projet, elle pourra rapidement empiler les réponses StarDT dans un outil qui fait la symbolisation automatique. Et ensuite, le cas échéant, je peux avoir une investigation complémentaire à faire si mon réseau est en classe C en zone urbaine et en rural aussi en 2026. Donc, on peut aussi imaginer un échange au format StarDT pour les IC. Et donc, au moment de la demande de DICT, je peux avoir également une réponse au format StarDT qui va se compléter des investigations complémentaires. Et avec toutes ces informations, je peux faire un marquage au GPS du réseau. Donc voilà, là, c'est toute la frise idéale. En haut, plutôt le travail côté exploitant de réseau. En bas, plutôt les interactions avec les entreprises d'études, le responsable de projet et l'exécutant de travaux. Voilà, c'est un peu une petite frise récapitulative de ce que l'on doit faire pour pouvoir faire du start d'été et ce que l'on peut faire dans le cadre du plan de synthèse, dans le cadre du marquage et le cas échéant, dans le cas de l'investigation complémentaire. Donc, je te laisse quelques mots de conclusion, Sébastien. Oui, en quelques mots, je vais être assez rapide, on l'a déjà assez dit, mais la première chose, c'est que le standard, il est efficace, et ça, on l'évoque, Lauriane l'évoquait là dans le chat, il est efficace uniquement si un maximum d'exploitants, et tous les exploitants à terme l'adoptent. S'il y a un exploitant, deux exploitants dans une réponse qui l'adoptent, mais il y en a 5 qui ne l'adoptent pas, il reste qu'on aura toujours la difficulté à récupérer, dans le pire des cas, des PDF et donc de devoir reconstruire en plan de synthèse à partir de ça, ou au mieux avoir des fichiers vectoriels, mais qui nécessitent du temps pour les symboliser, les appréhender et qu'ils soient dans les bonnes projections. Le deuxième, c'est qu'il apporte plus de sécurité, on l'a bien expliqué, puisqu'on n'a pas de dégradation de la précision du réseau via un retraçage du réseau sur un fond de plan commun. Donc ça, c'est important. Il apporte également une meilleure répartition des responsabilités de chacun, puisqu'il n'y a pas cette modification de précision du réseau au niveau de la partie étude. Et puis des gains financiers pour tout le monde à terme, puisqu'il y a des gains de temps qui sont évidents et qui sont, je pense, assez importants avec l'usage du standard.
Donc il doit aussi, participer, ça on l'a évoqué tout de suite, à la remontée des investigations complémentaires. C'est important dans l'amélioration continue des réseaux. On est aujourd'hui très loin du compte et ce standard est une des briques. Et il y a d'autres briques qui sont pas de la cartographie, mais qui bloquent ces remontées pour faciliter l'amélioration en continu, des réseaux. Côté déclarant, n'oubliez pas de demander du coup systématiquement le format vectoriel. Ça coûte rien. Ça incite les exploitants à se dire: «OK, moi je fais des statistiques annuelles, je reçois beaucoup de demandes vectorielles. Aujourd'hui, je ne l'ai pas activé. Auprès de mon prestataire qui fait mes réponses, il est peut-être pas activé, donc activons-le» et peut-être même après aller au-delà et dire, ben, voir si on peut passer sur du Start d'été. Il y a un gros travail quand même sur l'intégration du GML côté déclarant, côté bureau d'études dans les outils. On l'a dit, il y a les bureaux d'études sont plutôt dans le monde de la CAO. Il y a des entreprises de TP également qui sont amenées à intervenir, sur le volet DICT. Donc là, la question, c'est de savoir un peu comment les éditeurs de logiciels vont, mettre en place des convertisseurs. Parce que c'est le GML en soi, c'est un outil de transit, c'est une donnée, enfin c'est un format de transit, mais l'idéal, c'est de pouvoir le retranscrire dans le format, adapté aux outils de chacun. Peut se poser par exemple la question de mutualiser un développement d'une extension sur QGIS, par exemple, qui est un logiciel libre. On pourrait avoir la possibilité de convertir dans des formats type GeoPackage, des GML avec les symbologies embarquées, pour simplifier le travail de tout le monde. Côté exploitant, du coup, gardez en tête de pouvoir adopter rapidement le standard, c'est important. Que ça soit si vous faites vos réponses en interne via vos services ou via le prestataire qui fait les réponses pour vous. L'exemple que j'ai, c'est quand du coup le CREG a un marché mutualisé, un service, en marque blanche DTDICT, que nous on a demandé à notre prestataire qui fait les réponses d'adopter le format. Donc ça va se produire sous quelques semaines, c'est en phase de calage et que du coup, l'ensemble des adhérents, donc de nombreuses agglomérations de la région vont pouvoir répondre en Start d'été, en vectoriel sur leur réseau. Donc voilà pour la conclusion. Vous avez quelques éléments ensuite de diapo, sur des informations complémentaires qu'on vous donnera avec des liens vers le GitHub du Start d'été, des liens vers des informations, complémentaires qu'on trouve sur internet sur le GML. Ce que je vous propose, c'est de repasser aux questions. Ce que je vais faire, je vais le clôturer là et puis on va prendre un temps, comme ça on pourra couper tout ça après au montage sur les questions si on veut garder que la partie présentation. Mais du coup, je vous remercie en tout cas de votre participation. Je remercie Lauriane pour son soutien, juridique dans le chat. C'est super et puis on prend du coup des questions si vous voulez à l'oral, de manière un peu plus libre. Là, on peut se laisser 10 minutes.